Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvelle édition des Carrefours du numérique. Aujourd'hui, on va parler du BIM dans le secteur de la construction. Et pour ce faire, je serai entouré de 5 experts dont 3 sont déjà avec nous sur le plateau. J'aurai l'occasion de vous les présenter juste après. Alors, déjà, avant de commencer, de remercier notre partenaire qui met en onde et en lumière ce webinaire, hein, Technofuturtique et Adrien. Merci à eux, merci à lui. Alors, pour les petits aspects pratiques, vous avez la magnifique plateforme de Livestorm qui nous permet de suivre le webinaire. Vous pouvez utiliser le chat qui est sur la droite pour des réactions sur ce que l'on va dire ici avec nos experts. Aussi poser des questions, n'hésitez pas, hein, on les voit ici affichées à l'écran, donc on pourra également y répondre. Si vous avez aussi des problèmes, des soucis techniques, n'hésitez pas éventuellement à nous en faire part via le chat. Et ma collègue Margot essaiera de vous guider, aussi Adrien, de vous guider pour les résoudre. Sinon, une bonne technique, c'est toujours de rafraîchir la page et parfois tous les problèmes sont résolus. Il y a également une petite icône avec un point d'interrogation qui vous permet éventuellement de trouver des solutions à votre problème. Précision aussi, donc vous recevrez juste après le webinaire donc un replay avec l'ensemble de la diffusion et on vous fera également parvenir par email par la suite les différents slides, les contacts avec les différents intervenants, ce qui vous permettra d'approfondir le sujet. Alors justement, venons-en au sujet d'aujourd'hui, donc sur le BIM. On va voir tout de suite après quel est cet acronyme, hein, ces 3 lettres, qu'est-ce que ça veut dire. Surtout, essayer de comprendre à quoi ça sert dans le secteur de la construction. On va bien essayer de comprendre les avantages, les bénéfices que ça peut apporter tant au secteur de la construction qu'à ses clients. On aura la grande chance d'avoir aussi une démonstration en live, en tout cas si la technique est avec nous. Et donc, on pourra bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'on parle du BIM, à quelles étapes aussi de la conception d'un bâtiment ça intervient. Est-ce que c'est uniquement au début? Est-ce que c'est à la fin, au milieu? On aura l'occasion de le voir avec nos différents experts. Les experts aussi vont nous partager des bonnes pratiques pour faire une bonne implémentation d'un système tel que le BIM, des points d'attention, comment se lancer dans le projet. Et alors, en dernière partie de ce webinaire, on aura le plaisir d'accueillir aussi 2 experts qui viendront nous parler à la fois des aides, des financements, des subsides qui sont possibles d'activer pour se lancer dans un projet BIM, mais aussi différentes aides et accompagnements pour vous aider, pour vous guider. Donc voilà pour l'objectif du jour. Je vais passer directement à la présentation de nos 3 experts qui sont en plateau avec nous. Alors tout d'abord, on a Pauline Dewey qui vient de chez Buildwise. Alors Pauline, elle est BIM Advisor chez Buildwise, donc elle a un rôle de conseil et d'experte sur le sujet. Elle a notamment organisé récemment le BIM in Belgium and Abroad, qui a rassemblé 160 personnes sur le sujet à Charleroi. L'événement avait pour objectif d'inspirer, et notamment il y avait un cas sur l'Estonie, qui est le premier pays à expérimenter un système de demande de permis d'urbanisme basé sur le BIM. Alors, Buildwise, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nom, donc c'est plus connu ou anciennement connu sous le nom du Centre scientifique et technique de la construction, le fameux CSTC, donc qui est une institution de recherche privée qui aide le secteur de la construction à innover, et notamment sur les aspects digitaux. Et donc, le but, c'est d'inspirer, d'aider les membres à relever les défis, qu'ils soient techniques, économiques, environnementaux et voire même sociétaux. Bienvenue, Pauline. Bonjour. Alors ensuite, on a à ma droite Axel Palmers de la société Cooperlink, qui est venu avec son polo très corporate. Merci Axel. Alors, il est CEO de Cooperlink depuis 6 ans. C'est une start-up basée à Liège, mais actif à travers la Wallonie, à travers la Belgique et à travers le monde. Cooperlink offre une approche collaborative du BIM et ça facilite la mise en place de processus d'implémentation dans les entreprises entre toutes les parties prenantes. Alors, Cooperlink, en quelques mots, mais Axel aura l'occasion de nous l'expliquer juste après, ça permet, donc c'est un outil qui a pour but de rassembler les équipes autour des données qui sont communes, partagées, validées, et ça dans le but de faciliter la collaboration. Et alors dernièrement, pour donner un exemple, Cooperlink avec le groupe de construction BPC ont collaboré ensemble pour trouver des solutions technologiques innovantes et ils ont notamment estimé que le BIM avait permis de faire gagner plusieurs jours hommes, une cinquantaine si ma mémoire est bonne. Et enfin, je me tourne vers Arnaud Franck de chez BI Solutions.
Donc Arnaud, c'est un expert BIM et c'est lui qui va nous faire les démonstrations et qui aussi nous partagera son expérience. Et alors pour donner un petit peu sur BISolutions, c'est un bureau d'ingénierie qui est pluridisciplinaire et aussi actif sur l'architecture industrielle, actif en Wallonie, en Belgique et aussi à l'international. Merci Arnaud d'être présent aussi avec nous aujourd'hui. Merci et bonjour à tous. Alors, sans plus attendre, on peut peut-être commencer sur la grande définition. Qu'est-ce que le BIM? Comment l'expliquer? Comment le présenter à nos webinautes qui nous suivent sur le net? Eh ben, tout à fait. Merci en tout cas. Voilà, le BIM, si on peut éventuellement voir la présentation, on va ici parler de comment améliorer la méthodologie de travail en fait dans le cadre d'un projet de construction. Alors, je ne sais pas si les slides vont arriver. Voilà, ils vont arriver, voilà. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une méthodologie classique qui est assez manuelle. Hein. Aujourd'hui, il y a peu de structure. Quand on va dans une entreprise ou dans une autre, on a des manières… Finalement, on fait la même chose. On fait le même projet, mais on le fait de manière différente. Il n'y a pas d'homogénéisation. Il y a encore peu de collaboration. Or, pour construire un bâtiment, on sait, il y a des études qui l'ont prouvé, que si on met des équipes autour de la table de manière coordonnée, de manière collaborative, l'efficacité globale d'un projet augmente et donc le coût de production est plus faible. Alors ici, on a voulu faire un tout petit peu d'humour et poser en fait la question à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes plutôt de la team fil ruban ou de la team laser? Alors c'est une manière imagée, mais le mètre et le fil à plomb, c'est des outils qui sont extrêmement simples. On les a dans la poche quasiment à disposition. On peut même les fabriquer soi-même. C'est monofonction, mais ça manque de précision. Alors, quand on a un professionnel, on ne va pas utiliser ce genre d'outils, sauf pour des cas un peu plus exceptionnels, mais on va utiliser des télémètres laser. Maintenant, on va utiliser des lasers de niveau, etc. C'est beaucoup plus performant. C'est des outils multifonctions. Le BIM, c'est un peu ça. C'est un peu la même image, en fait. Donc, si je me positionne dans le cadre d'un projet, je vais m'imaginer un processus BIM qui va démarrer depuis la phase initiale, on identifie un besoin, jusqu'à l'exploitation d'un bâtiment. Et donc ici, ce qu'on a prévu, c'est qu'on a scindé en fait la méthodologie BIM dans ces différentes étapes pour vous l'expliquer et montrer dans quelle mesure on peut apporter un bénéfice à chacun. Alors, je vais aller très rapidement, mais si je prends le donneur d'ordre par exemple, le donneur d'ordre, il va avoir une idée. Cette idée, ce n'est pas un spécialiste du domaine, il va vouloir se projeter. Cette personne veut savoir précisément est-ce que la place que j'ai dans le bâtiment est suffisante pour moi. Le BIM va pouvoir aider à faire de la visualisation 3D de l'idée, par exemple. Si on se place du côté de l'ingénieur, on va parler de budgétisation. Il faut estimer, calculer les quantités. Alors, si on doit calculer à la main sur un plan, c'est compliqué. Si on le fait de manière automatisée, ça va beaucoup plus vite, etc., etc. Donc, on va vraiment petit à petit aller chez l'entrepreneur général, créer des plans de coupe de manière beaucoup plus simple. Chez l'exploitant, on va pouvoir faciliter la réception, créer le dossier as-built et faire la maintenance. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va voir ici dans les différentes étapes et on va les voir en live. Arnaud va nous le montrer et Pauline va nous expliquer également un peu le BIM, plus précisément en quoi il consiste et comment on l'implémente. Si justement on passe de la première étape du projet, donc au moment où le donneur d'ordre exprime son besoin, comment on interagit, je veux dire, avec le BIM ou comment le BIM aide justement à formaliser ses besoins? Dans le cas en fait, on a fait un projet ensemble. Arnaud était notre BIM manager pour le nouveau bâtiment qu'on a construit à Buildtwice, donc notre nouveau bâtiment de démonstration de technologie. Donc, dans ce cas-là, nous, Buildtwice, c'est ton client. Arnaud était le BIM manager et il nous a aidé à définir nos besoins et à traduire ces besoins pour les expliquer aux équipes de projet. Et donc, en fait, la première étape pour répondre clairement et succinctement, c'est le client doit penser à ce dont il a besoin et formuler ses besoins pour que les intervenants du projet les comprennent et puissent tout au long du projet inclure les informations dans le modèle qui servira au client. Tout au long du projet, mais aussi pour la maintenance et l'exploitation. Donc, le client doit bien penser à ce dont il aura besoin. Pas uniquement à la phase de conception, voilà. Mais aussi quand le bâtiment va vivre, et de quoi il aura besoin et comment il pourra le faire vivre. Voilà, tout au long de sa vie, quelles infos on veut pouvoir consulter facilement.
C'est ça. Nous, on va un peu challenger le client pour qu'il voit tous les besoins et les fonctionnalités qu'il peut faire à travers le modèle BIM. Et donc, en écoutant ces besoins et les challengeant, nous, on va rédiger aussi dans l'opérationnel les documents qui seront utiles pour l'entrepreneur et les équipes de conception aussi, tout d'abord, pour réaliser le projet de manière collaborative et fluide jusqu'à la fin, quoi. Et qu'est-ce que le BIM a apporté dans... Donc voilà, vous avez décidé de construire un nouveau bâtiment, vous exprimez vos besoins ici au BIM Manager. En quoi c'est différent d'une approche, je veux dire, classique ou plutôt, je veux dire, même à l'ancienne? Bah, c'est justement ça, c'est un peu plus complexe, c'est que dans une démarche classique, il y a rarement quelqu'un qui va aller challenger le client pour lui dire comment vous voulez utiliser votre bâtiment et comment exactement vous voyez votre bâtiment dans le futur. Et donc, c'est justement une plus-value, je pense, qualitative d'utiliser le BIM à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on a quelque part donné les grandes indications sur le besoin en termes de bâtiment, d'utilisation future, de maintenance, comment ça se passe concrètement? Bah, concrètement, on rédige vraiment les documents qui vont servir de fil rouge et de guideline pour toute l'équipe de conception et qui seront aussi traduites pour l'exécution du bâtiment. Afin, comme je l'ai dit, que ce soit collaboratif tout le long du projet et que ce soit fluide et qu'on arrive vraiment à mettre en application tous les objectifs du client. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le slide avec vraiment la toute première partie là, qui est encadrée en jaune. Donc une fois qu'il y a cette définition des besoins, l'étape d'après, quelle est-elle? Et peut-être si vous pouvez je sais pas, vous donner quelques mots dessus sur l'étape de conception. Donc l'étape de conception, je prends la parole vu que je fais partie d'un bureau d'études. Donc l'étape de conception, point de vue BIM, ça va être un peu différent de l'approche classique. Alors il y a le petit graphe ici pour le montrer. Donc les deux courbes qu'on voit en vert et en noir. En vert, c'est la courbe d'effort en fonction du temps quand on utilise un processus BIM. Et en noir, c'est la courbe d'effort quand on utilise, je veux dire, le schéma classique. Donc il y a vraiment un décalage de l'effort qui est mis sur la phase de conception. Donc on va vraiment passer plus de temps en conception. Vraiment, le but, c'est d'étudier plus profondément le bâtiment grâce, entre autres, au modèle 3D. Et donc le but, c'est avec les deux autres courbes qu'on voit en bleu et en rouge. Celle en bleu, on voit que la facilité des modifications est plus élevée au début du projet. Forcément, ce sera plus simple de déplacer des poutres dans un modèle 3D que sur chantier, évidemment. Et donc en rouge, c'est justement à l'inverse les coûts de modification qui sont élevés. Donc le but, ça va vraiment être de décaler une grosse partie de l'étude pour avoir plus de qualité en début de conception et d'éviter les coûts de modification sur la phase d'exécution. Donc un travail plus en amont pour éviter les problèmes et les ennuis après. C'est ça. Et plus accompagné par le client aussi pour que vraiment toujours le bâtiment corresponde à ses besoins. Et ça, cette phase, elle prend combien de temps? Enfin, bon, j'imagine bien sûr que ça dépend de la taille et de la complexité du projet, mais dans le cas qui vous est occupé, est-ce que vous avez une idée de la durée On était entre 6 et 10 mois à peu près de phase de conception. Et par rapport à une approche classique ou ancienne? Il n'y a pas eu de différence de durée de temps. Je pense que c'est plutôt l'implication et l'effort qui est peut-être un peu plus intense sur cette phase-là, mais ça ne rallonge pas le délai. Donc pas de délai supplémentaire, mais peut-être un investissement plus important, en tout cas en temps au début du projet. C'est ça. Alors quand on avance dans la ligne du temps, que se passe-t-il, je veux dire, dans cette phase de conception? On a parlé notamment de le côté plus adaptatif du modèle. Comment ça se passe de nouveau concrètement dans le BIM? Donc les bureaux d'études et d'architectes vont commencer à modéliser. Il faut bien comprendre que la modélisation, on sortira les plans de cette modélisation, donc ça en 3 dimensions. Mais comme on le voit ici à l'écran, si on fait une coupe dans ce bâtiment, on se retrouve avec une coupe sur plan qu'il faut évidemment bien après-coter. Mais voilà. Et alors, là, si on demande en général en modeleur BIM, parce que dans l'approche classique 2D, on va plus parler de dessinateur, alors qu'en 3 dimensions et dans le BIM, on va plutôt parler de modeleur. Donc le modeleur BIM expérimenté, en général, il va vous dire qu'il travaille plus vite en 3D, parce que justement, s'il y a des modifications en cours de conception, mais si on modifie quelque chose en 3 dimensions, ça va être modifié dans les plans, dans les coupes, dans les élévations.
alors que dans une approche classique, il devrait modifier tous ces plans. Et alors, ça permet justement, c'est un peu le corollaire, qu'on peut, pour le même temps, justement, apporter plus de coupes et donc plus de détails aussi à la construction dans les plans, quoi. Et donc repérer peut-être plus vite des erreurs ou des incohérences ou des améliorations apportées au schéma initial. Oui, ben, tout à fait. Voilà, niveau du repérage d'erreurs, donc nous, en tant, je vais dire, expert BIM, BIM manager, on va lancer ce qu'on appelle des clash détection. Donc là, c'est purement informatique. Donc c'est si deux éléments se rentrent dedans. Donc ici, c'est l'image de gauche. C'est un bon exemple, c'est l'exemple d'un projet que j'ai eu. Donc on voit que les techniques spéciales rentrent en conflit avec un escalier de l'architecte, qui lui-même rentre en conflit avec une poutre de la stabilité. Donc là, c'est un très bon exemple. Et donc nous, on va justement communiquer tous ces problèmes à l'aide d'outils avec les différentes équipes. Donc ici, les 3 équipes. Donc ça, c'est vraiment point de vue, je vais dire, de l'expert BIM pour essayer d'éviter les problèmes. Mais le point vraiment, vraiment important, c'est d'essayer de mettre tous les experts autour de la table. Parce que dans le premier cas de la clash détection, c'est assez simple, je vais dire, tout le monde peut le faire. Après, il faut le résoudre, le problème. Oui, il y a un suivi derrière, bien entendu. Mais je veux dire, un BIM manager n'est pas un super-héros non plus. Il n'a pas les compétences de tous les experts autour d'une table, que ce soit en technique spéciale, architecture, et il ne connaît pas non plus tous les desiderata du client. Donc le but, ça va vraiment être de mettre le modèle à disposition pour toutes les personnes qui vont collaborer sur le projet. Donc on le voit ici à droite, c'est justement une photo que Pauline avait prise pendant une réunion de coordination lors de la phase de conception, même d'exécution à ce moment-là, du projet de Buildwise. Donc on voit qu'il y a tout le monde autour de la table et qu'in fine, les réunions de coordination se font à partir du modèle pour essayer de prendre des meilleures décisions. On faisait des visites pièce par pièce du modèle et on regardait ensemble si tout semblait juste ou pas. Et par exemple, pour les prises, ça nous a été vraiment très utile parce que la vérification des prises, la hauteur, le nombre, est-ce que c'est des prises data, des prises normales, pour tout ça, c'était très pratique de les voir dans un modèle BIM parce que vérifier les prises en plan, c'était plus compliqué. Ouais. Et justement, vous parlez de... Voilà, on a fait toute la simulation dans le BIM, on a vu le résultat à l'écran. Vous devez partager ça avec différents intervenants. On a vu, il y avait 4-5 personnes autour de la table. Sous quelle forme, eux, peuvent avoir accès aux résultats du BIM, alors qu'ils ne sont pas, comme vous, par exemple, BIM expert ou BIM manager? Je vais peut-être intervenir sur cette partie-là. Donc, le principe, c'est qu'on doit centraliser l'information entre les différents intervenants et chacun avec des compétences différentes. Et donc, on a un concept qu'on appelle dans le BIM l'environnement commun de données. Souvent, on appelle ça une plateforme. Et donc, l'idée de cet environnement commun de données va nous permettre de visualiser le modèle. Donc, je vais permettre à un ensemble de non-experts d'accéder au modèle, d'aller potentiellement faire des coupes aussi dans le modèle pour pouvoir aller vraiment vérifier l'ensemble des éléments. Je vais pouvoir sélectionner des objets, la porte, pour pouvoir aller voir ses propriétés. Donc, par exemple, le modeleur BIM va aller indiquer cette porte, c'est une porte coupe-feu, c'est une porte avec telle résistance au feu, ou c'est une porte avec un matériau de type bois. On va pouvoir aller vérifier l'ensemble de ces éléments. Donc, on voit ici sur l'écran, par exemple, un exemple de visualisation. Alors, je n'ai pas besoin de plus qu'un navigateur, hein, Chrome, Edge, Safari et consorts. Ça suffit amplement. J'ai le modèle qui va se charger, je peux le manipuler, je peux le tourner, je peux zoomer, rentrer à l'intérieur des pièces. Un peu comme un Google Maps ou un OpenStreet View. Complètement, c'est vraiment la même chose. Et je vais pouvoir aussi, c'est clair qu'Arnaud parlait tout à l'heure, on a les parties architecture, on a les parties techniques spéciales, etc. Je vais pouvoir dire, je ne veux voir que la partie architecture, je veux voir également la combinaison avec les techniques. Ses besoins. Voilà, je vais pouvoir faire des codes de mesurage aussi. Ce ne seront pas les codes de mesurage qu'on aura sur le plan officiel de 2D, mais ça permettra d'estimer, OK, est-ce que j'ai bien la place pour passer, etc. Ou est-ce que j'ai respecté les spécifications du cahier de charge. Et donc, je vais pouvoir avoir vraiment cet outil centralisé qui me permet vraiment la visualisation complète. Alors, évidemment, ça reste un plan, ça reste quelque chose qui est lu par quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et c'est là où intervient aussi le BIM manager. Parce que le BIM manager, c'est quelqu'un qui va potentiellement expliquer comment bien lire le plan, comment bien y accéder, ou expliquer les différents choix de conception qui ont été faits
Comme ça, le lecteur, le maître d'ouvrage, le client final, etc., a une lecture avisée et pas simplement je vois un modèle 3D, c'est beau et ça ne me sert pas à grand-chose de plus. C'est vraiment important parce que de l'information, il y en a plein dans ce modèle. Alors, pour pouvoir centraliser cette information, donc je disais tout à l'heure, on utilise ce qu'on appelle un environnement commun de données. Donc, je reviens un coup en arrière. Cet environnement commun de données, c'est un endroit, un point de rencontre entre l'architecte, le maître d'ouvrage, les ingénieurs, les entrepreneurs, etc. Donc, on va aller y mettre aussi bien les modèles. Quand on dit les modèles, en fait, on parle souvent de l'architecture et des différentes techniques, etc. Il y a une maquette complète, mais qu'on peut combiner, qu'on peut fédérer. Mais on va retrouver également tout ce qui est fiches techniques. On va y retrouver toute autre documentation manuelle d'installation. On peut retrouver également, évidemment, les coupes, les plans 2D qu'on aura exportés à partir du modèle. Alors, dans un environnement commun de données, on a généralement quatre volets qu'on retrouve quasiment sur chaque projet. Le premier volet, c'est la gestion documentaire. C'est le principe de base qu'on connaît. On en a même chacun, toute société a une gestion documentaire, que ce soit un simple fichier folder fichier ou des trucs plus évolués comme des Google Drive, des SharePoint et consorts. Ensuite, donc, on a la gestion du modèle. La gestion du modèle nous permet vraiment de faire ces fusions entre les techniques, de pouvoir vraiment manipuler des versions de modèles pour pouvoir éventuellement voir l'évolution également du modèle. Et puis après, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. C'est la gestion des problèmes. En anglais, on appelle ça l'issue management. On en a parlé tout à l'heure. Arnaud expliquait ça tout à l'heure. Et donc, il a détecté, par exemple, ce qu'il appelle un clash. Donc, un clash, c'est une collision entre deux éléments. Potentiellement, un maître d'ouvrage va détecter que la porte, c'est pas le bon matériau. Il va sélectionner la porte et faire une issue, comme on appelle dans le jargon, donc une tâche, en fait, au bureau d'études. On demande à Arnaud, Arnaud, le matériau qui est dessus, il faut le changer. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un principe de base dans le BIM, c'est qu'il y a une séparation des responsabilités. Le maître d'ouvrage, il communique de l'information sur base de la maquette. C'est pas lui qui fait la modification en direct, c'est celui qui a modélisé la maquette. Ensuite, le dernier point, ça arrive plus en phase finale, c'est la gestion des actifs. Donc, les actifs, ça peut être aussi bien les équipements, chaudières, etc., auxquels on va rattacher de la documentation. Donc, j'ai besoin de ma chaudière avec sa fiche technique, sa notice de montage. Et donc, on va créer, en fait, le pré-jumeau numérique, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, ce fameux dossier d'intervention ultérieure, DIU, ou as-built, comme on l'entend souvent. Et donc, on va créer, en fait, cette base de données qui va nous permettre de faire l'opérationnel et la maintenance du bâtiment par après. Et donc, c'est ce qu'on a représenté ici sur le slide. Donc, on a vraiment l'ensemble de ces technologies qui sont utilisables, encore une fois, sur base d'une application web et connectées sur la maquette, sur le modèle en question. Alors, on a une question de Frédéric Modave sur le chat qui nous demande quel est le lien possible avec le cahier des charges et le maîtret. Je ne sais pas qui veut prendre l'explication, peut-être Arnaud. Donc, au niveau des quantités, donc, ce qu'on a modélisé, c'est en volume informatique. Donc, c'est le logiciel de modélisation qui va automatiquement nous donner la longueur, la surface, le volume, le poids également. Donc, ça, c'est dans le logiciel de modélisation et le but, c'est de le transcrire dans les maîtrets et les cahiers des charges. Donc, pour donner un exemple, chez B-Solutions, ce qu'on a développé, c'est qu'on exporte donc les quantités que vous voyez au-dessus à droite du slide, donc qui sont dans le logiciel de modélisation. On va les exporter vers un petit logiciel qui fait le pont entre le cahier des charges via un code, qui est le code du cahier des charges. Et donc, dans ce logiciel, on va avoir les quantités du modèle, mais ça peut arriver qu'il y ait des quantités qu'on va y mettre qui ne sont pas forcément modélisées, telles que les installations de chantier ou la préparation du chantier, etc. Et donc, ça, on va pouvoir les rajouter. Et donc, dans la colonne quantité, quand ce sera en bleu, ça veut dire que c'est automatiquement apporté du modèle. Quand c'est en noir, ça veut dire qu'on ajoute des données manuellement. Et quand c'est en rouge, c'est qu'on a modifié les données du modèle. Donc ça, il faut faire un peu attention. Et donc après, ça va imprimer automatiquement le cahier des charges. Donc les numéros qui ne sont pas présents ne seront pas imprimés. Et les numéros qui sont présents sont imprimés. Voilà, c'est une des premiers objectifs qu'on a fait au bureau. Parce qu'en tant que bureau d'études, sortir des maîtres et des cahiers de charges, c'est tous les jours. Et ça peut être un peu pénible pour toutes les équipes. Donc, le BIM permet aussi une automatisation des tâches.
les plus, je veux dire, les plus pénibles pour les différents intervenants. Donc, si j'ai bien compris, il y a un lien direct, via évidemment la moulinette que vous avez mis au point, entre les simulations BIM qu'on a vues, les visualisations, et la possibilité de sortir un cahier des charges avec des métrés pour savoir exactement quelles sont les quantités à mettre en œuvre ou à fournir pour un prestataire. Tout à fait. Donc, le modèle est toujours central et gravite autour plein d'applications, dont l'export des métrés, dont l'export. Et si on fait une modification, comme on l'a vu tout à l'heure avec les poutres là, qui rencontraient l'escalier, etc., ben voilà, on va peut-être déplacer, la poutre va être plus petite, plus longue. Ça veut dire qu'automatiquement, tous les métrés du cahier des charges vont se mettre à jour. Ben, il faut refaire tourner la moulinette, quoi. Ouais. Donc, on réexporte, on remet dans le logiciel, et puis on imprime son cahier des charges. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est là aussi où c'est important. Il a préparé son modèle au départ et il l'a bien structuré. Et le fait d'avoir travaillé un petit peu plus sur la structuration, ça ne demande pas un effort considérable, mais d'avoir fait ça, après, il va pouvoir exporter ses métrés quasiment en un clic de souris. Et c'est là où on gagne énormément de temps, en fait, parce que souvent, c'est pas la première fois qu'on fait une opération où on perd du temps. Ouais, c'est quand on doit la réitérer. On parlait tout à l'heure des coupes. Quand il doit refaire, quand il a fait des premières coupes et après qu'il doit les reproduire parce qu'on a demandé de changer certains éléments de place, c'est là où on perd énormément de temps. Et donc voilà, l'automatisation, elle vient à ces endroits en question. Et ça évite les erreurs, j'imagine, parce que la première fois, on fait bien attention. Si la deuxième fois, on est pressé, le client nous demande de le faire plus vite, etc. Voilà. Alors justement, donc, là, donc on a vu la première partie qui était la formulation du besoin, on a vu la conception du bâtiment, on a vu les plans en 3D. On a ici, justement, on parlait du cahier des charges, des métrés, on est plutôt sur la soumission. Est-ce qu'il y a encore des points peut-être à rajouter sur cette étape qui est aussi très importante, puisque ça se passe sur de nombreux postes avec de nombreux partenaires. En quoi le BIM peut aider justement ces sous-traitants, ces partenaires qui vont, eux, peut-être mettre en œuvre ou fournir les matériaux, à gagner du temps ou peut-être à remettre des offres plus justes Alors, en termes de l'étape de soumission, chez B Solutions, en tant que BIM manager, on a deux casquettes. Soit on est côté du maître d'ouvrage, soit on est côté de l'entrepreneur. Mais dans les deux cas, le but est à peu près le même, c'est de vérifier les quantités, qu'elles soient bonnes, et d'aider l'entrepreneur à comprendre plus vite le projet pour justement qu'il mette le bon budget sur tout le projet. Donc par exemple sur le slide, sur l'image de gauche, c'est un exemple d'un projet qui a eu lieu, c'est que dans le bordereau transmis par les bureaux d'études, on avait 74 pieux, alors que dans le modèle, il n'y en avait que 70. Donc qui a raison, qui a tort, le modèle ou le métré, ben voilà, c'est des retours qu'on a fait au bureau d'études pour qu'ils corrigent ça, avant que ce soit transmis à l'entrepreneur et qu'il soit il devise mal ou alors qu'il y ait une incompréhension dans le projet. Donc ça, il y a des logiciels qui permettent aussi de faire ça. Et alors, à droite, c'est plutôt là, en audit qu'on va réaliser. Donc, par exemple, si on est, je vais dire cette fois-ci du côté de l'entrepreneur, on va réaliser un audit pour voir si on peut récupérer les modèles des bureaux sans, je vais dire, de coquilles dedans, sans de fautes des bureaux d'études qui restent dans ces modèles et que l'entrepreneur va devoir prendre à sa charge. Donc là, pour donner un exemple de projet, on recevait côté entrepreneur les modèles du bureau d'architecture qui étaient beaucoup trop lourds. C'était même plus possible de les ouvrir. Donc ça, on a bien prévenu l'entrepreneur de dire attention, vous ne pouvez pas accepter le modèle dans cet état-là. Voilà, ça c'est des choses simples, il y a des choses un peu plus compliquées. Et donc le but, c'est que les quantités soient justes, c'est que ce soit bien budgétisé, et vraiment comprendre au mieux et plus rapidement le projet. Et ici, dans le cadre du projet pour lequel Arnaud nous a aidés, il a organisé, donc en phase d'appel d'offres d'entreprise, il a organisé avec les entreprises qui étaient intéressées de remettre une offre, une réunion qu'on avait appelée réunion BIM, pour faire comprendre le projet en parcourant le modèle avec les entreprises et nous. Et comme ça, voilà, il leur a montré le projet pour bien leur faire comprendre, en plus des plans, des métrés, des cahiers des charges, ce qui était attendu. Donc, c'était quand même assez utile. Donc, c'est-à-dire que le BIM permet d'apporter quelque part une couche d'informations en plus pour justement rendre peut-être plus réel et sortir des informations plus classiques, comme tu l'as dit, plans, métrés, etc., mais de les faire vraiment quelque part visualiser le projet et comprendre aussi la philosophie que vous voulez mettre dans le projet, dans le bâtiment. Mm-hmm. Donc encore un atout une plus-value qualitative. Voilà.
Alors, donc, une fois qu'on a fait cette phase de soumission, on va aller vers la phase 4, qui est la réalisation, l'exécution, donc la concrétisation du projet. Peut-être quels sont les éléments clés ou surtout les éléments différenciants qu'apporte le BIM dans cette phase. En quoi c'est un atout aussi d'utiliser le BIM sur cette phase d'exécution? Peut-être je peux commencer si tu veux. Donc, quand on passe de la phase de conception à la phase de réalisation, donc Arnaud l'a dit tout à l'heure, on va transférer en fait la responsabilité du modèle de l'équipe de conception à l'équipe de réalisation. Donc, elle va être reprise par l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'entrepreneur, il va aller ajouter les détails de réalisation. Hein. Donc, on ne va pas nécessairement aller, quand je sais pas, on fait un escalier, on peut se permettre en phase de conception de base, prendre un objet escalier, puis après, on va faire toutes les armatures. Puis après, quand il va falloir aller l'exécuter, est-ce que c'est un escalier préfab ou est-ce que c'est un escalier coulé, etc. C'est différent. Donc, on va vraiment enrichir en fait le modèle avec l'ensemble des informations propres au chantier. On va pouvoir aller ajouter. Parfois, il y a certains détails qu'on ne met pas dans la maquette. Parfois, on va faire une fiche technique et qui va être annexe et qu'on va venir coupler en fait au modèle. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'aimais bien dire le BIM, c'est surtout de la donnée. Ce qui nous intéresse, c'est l'extraction de la donnée. C'est pas juste la vue 3D, parce que c'est le truc visuel, évidemment, que tout le monde voit. Mais derrière, c'est la gestion de la donnée. Et la gestion de la donnée, ça peut être la fiche technique, ça peut être les maîtrises, ça peut être l'ensemble des détails d'exécution qui sont dedans. Je pense que tu as peut-être un modèle à nous montrer en phase réalisation, si je ne me trompe pas. Ouais, on peut montrer un modèle comme ça, c'est aussi visuel pour tout le monde. Donc, c'est un modèle qui est en début d'exécution, celui-ci. Donc, c'est un bâtiment déjà d'une belle taille. Et donc, ça, c'est par exemple une plateforme qu'on met à disposition de tout le monde. Donc, les personnes peuvent naviguer dans le modèle. Ça, c'est accessible par tous les membres de projet, comme je disais tantôt, pour vraiment amener la plus-value d'experts et l'expertise de tout le monde. Et alors, ce qu'on met à disposition, nouveau, pour que ce soit le plus simple pour tout le monde, et on l'a mis à disposition et on a fait aussi une petite formation pour les équipes. Et donc, on a fait des petits fils pour voir, par exemple, directement la stabilité. Ici, c'est le cas d'une rénovation, donc c'est tout ce qui va être modifié en termes de stabilité. On peut voir toutes les techniques spéciales du bâtiment. Et c'est peut-être le plus parlant, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un plus gros boulot à ce niveau-là qui est fait, parce que tout ce boulot-là a été pratiquement fait en conception. Donc, classiquement, si on veut comparer à ce qu'on faisait en 2D par rapport à des schémas de principe, ben là, on comprend qu'on va beaucoup plus loin et que ça peut éviter bon nombre de soucis sur chantier, de ne pas devoir percer des poutres, etc. D'ailleurs, ça m'a fait assez sourire sur le projet de Buildwise avec Pauline. L'entrepreneur nous a dit que c'était le projet où il avait le moins utilisé sa disqueuse et ses perceuses pour les percements. Donc ça prouve Parce que ça un avait peu. été fait en amont ou réfléchi en amont? Tout a été réfléchi pour le passage des techniques au mieux. Donc voilà, et on met d'autres filtres. Ici, c'est le cas d'une rénovation. Donc le modèle architectural est aussi bien rempli. Voilà, comme ça donne un peu une petite idée aux participants de ce qu'est un modèle 3D. Alors, on peut réaliser, comme on l'a dit tantôt, différentes coupes pour aller dans le modèle et s'y balader, quoi. Et donc, il y a différents niveaux d'utilisation. Donc, on n'est pas obligé d'être expert et hyper habitué à des logiciels pour utiliser le BIM, parce que les viewers, c'est simple d'utilisation. Et donc, n'importe qui peut aller consulter le modèle, cliquer, voir une info. Par contre, il y en a, ceux qui réalisent le modèle, ils ont un niveau de connaissance différent et ils doivent faire autre chose. Mais c'est la lecture et le parcours de modèle, c'est possible pour tout le monde, quoi. Et alors, pour peut-être juste illustrer le bâtiment de Buildwise, c'est celui-ci. Donc ici, c'est un autre viewer. Il y en a plein qui marchent très bien et qui sont gratuits. Donc pareil, on peut faire des coupes. Pour donner un exemple ici. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire aussi en termes de lecture d'informations, c'est qu'on peut cliquer sur les éléments pour voir de quoi il s'agit.
Ici, j'ai par exemple une poutre, on voit directement que c'est une EPE 220. Et alors, il y a plein d'infos aussi qui sont Tous les liées à éléments ça, techniques quoi. raccrochés à Ouais, cette c'est poutre. ça. C'est vraiment permettre à ce que chaque utilisateur, par exemple ici c'est de la stabilité, si la personne en technique spéciale se dit est-ce que je peux passer à travers dans mur de stabilité ou quoi, il sait directement de quoi ça s'agit. Si c'est du bloc, il peut passer. Si c'est coulé sur place et ferraillé, là, ce sera directement plus compliqué. Et donc, ce que je veux montrer aussi avec ce bâtiment, qui est plus petit, c'est que justement, le BIM est souvent utilisé sur des très gros projets, mais ici, on l'a utilisé sur un bâtiment qui fait à peu près 1500 mètres carrés, et je pense que c'était une réussite, tout a bien fonctionné de manière fluide. L'entrepreneur ici a joué le jeu aussi. Et alors sur des plus petits bâtiments, ce qui est possible aussi, c'est que le client a souvent peur que, en mettant le BIM dans le cahier des charges, c'est que les plus petits entrepreneurs ne remettent pas offre parce qu'ils ne savent pas gérer ça. Mais donc ce qui est tout à fait possible de faire, c'est sous-traiter la partie BIM, tout comme l'entrepreneur le fait pour les différents lots qu'il a. Donc je veux dire, c'est pas nouveau. Il doit juste gérer en sous-traitant plus, mais qui lui permet de tout coordonner. Donc, au niveau des plus petits entrepreneurs, soit on peut s'y mettre, soit on peut également sous-traiter. Donc ça, je veux dire, la taille du projet n'est pas un frein. Voilà, c'est ça. Alors, pour la suite, ici, on a vu le modèle. On disait juste avant, le BIM, c'est une méthodologie, ce n'est pas que le modèle, que la visualisation 3D. Donc, ici, ce que je peux mentionner en exemple complémentaire, dans les entrepreneurs qui nous écoutent probablement, ils savent bien que la fiche technique a une place assez prépondérante dans leur métier de tous les jours. Et pour pouvoir gérer l'ensemble de ces informations, je vais revenir un tout petit coup en arrière sur les slides, mais on va vouloir partager cette information. On est dans une méthode collaborative, donc ça veut dire que le sous-traitant qui va créer une fiche technique, qui va publier une fiche technique à l'ensemble, va la diffuser, la partager, mais aussi demander la validation en indiquant c'est une fiche technique relative au système d'accès d'une porte en particulier. Et alors, dans le processus, on va générer des compléments d'informations comme des fiches d'en-tête pour pouvoir réutiliser cette fiche technique et avoir précisément le jour sur chantier, je sais de quoi ce document parle. Je vais devoir créer des registres, donc des listings, etc. Aujourd'hui, ce sont des opérations qui sont faites à la main, mais dans une méthodologie BIM digitale, c'est des opérations qui se font simplement en appuyant sur un bouton, ça s'automatise complètement. Donc, on va avoir cette validation qui va être faite du document, l'architecte va pouvoir y répondre, la stabilité, les techniques spéciales, etc. Le document qui est validé. Dans cette page d'en-tête, on va retrouver les éventuels commentaires. Ils vont être mis en dur dans l'en-tête, donc ça veut dire que demain, après-demain, quand je récupérerai le document, je pourrai revoir tout l'historique, tout le cycle de vie en fait du projet. Ce plan, cette fiche technique avec l'ensemble des commentaires se retrouve automatiquement dans les mains de celui qui est sur chantier, qui lui va utiliser d'autres types d'applications qui sont plus appropriées à l'usage sur terrain, etc. Et puis finalement, ce document, une fois qu'il aurait été utilisé pour la construction du bâtiment, on va le retrouver dans la maquette ou voire même en dehors pour constituer le DIU, donc le dossier d'intervention ultérieure. Et donc toutes ces étapes-là, on peut vraiment les automatiser. Alors pour pouvoir automatiser, on utilise certaines techniques. Une des techniques, c'est par exemple codifier correctement des documents. On parlait tout à l'heure, on veut extraire les informations de Métré pour faire le cahier de charge, etc. On va codifier l'information, on va faire pareil avec les documents. Alors à ce niveau-là, je me permets de mentionner qu'on organise avec Buildwise un webinaire. Buildwise a développé un nouveau cadre harmonisé de codification des documents, donc on viendra un peu plus en détail dessus, mais on montrera dans ce webinaire, par exemple, que si je dépose un document sur la plateforme, si j'ai déjà indiqué, par exemple, je sais pas, on met ft-arch, c'est très simple, le système va détecter que c'est une fiche technique d'architecture et c'est des informations que je n'ai pas besoin d'encoder, mais que je vais pouvoir réutiliser correctement dans la maquette et dans le dossier DIU.
Donc voilà, c'est tous des éléments comme ça qu'on va utiliser. D'autres qu'on voit ici sur, je parlais tout à l'heure, donc cette page d'en-tête, un des dossiers que Arnaud nous a montré, c'est un dossier qu'on fait en parallèle, on travaille tous les deux dessus. Cette page d'en-tête est autogénérée, je vois directement qui a fait quel commentaire, qui a répondu dans les temps, peut-être en retard. Ça permet aussi de faire des analyses et on va générer des rapports qui nous permettent aussi de créer l'ensemble des listings qui sont utilisés lors des réunions de chantier, par exemple. Et donc, on peut vraiment faire du reporting et du suivi chantier beaucoup plus précis et sans erreur. Et ça, c'est surtout ça qui est important. Alors justement, Axel parle de réunion de chantier. Donc, comme il vient de le dire, on peut faire du reporting et alors les outils BIM nous permettent aussi de se balader sur site. Par exemple, là c'est peut-être plus en phase de réception, mais quand un sous-traitant a terminé son travail, l'entrepreneur, le gestionnaire de chantier, peut passer sur le chantier et répertorier tous les remarques, peut-être tout ce qui est mal fait, tout ce qui est manquant. Et ça, c'est répertorié autant en plan que sur le modèle. Et donc, ça permet que, par exemple, si je sélectionne ici, dans le cas de cette image, si je sélectionne l'escalier, par exemple, c'est la seule manipulation à faire parce qu'on sait via le modèle que l'escalier, il est devant le hall à tel étage. Et donc, ces informations seront reprises automatiquement. Donc, ça veut dire que concrètement, il est sur le chantier, peut-être avec une tablette ou quelque chose comme ça. Il va être devant l'escalier, il voit que, je sais pas moi, il y a peut-être un problème avec une marche. Il va directement pouvoir le pointer, mettre son commentaire en indiquant ce qu'il a détecté. Et c'est-à-dire que les différents intervenants sont au courant. L'information, elle est entre guillemets géolocalisée puisqu'on sait de quel escalier on parle. C'est pas celui du premier ni du deuxième, non, c'est celui du Ré. Et donc, ça permet une meilleure communication entre tous les intervenants. Oui, c'est ça. Et donc, on va centraliser tout ça, garder en historique aussi, s'il répond, s'il revient sur chantier, réparer la chose, etc. Tout ça de manière centralisée. Ça fonctionne de la même manière que quand on parlait de la clash détection tantôt. On met en responsable une date, comme l'a dit Axel, etc. Et puis, nous, on s'assure de faire le suivi de ça, que tout soit bien résolu. Et si mec c'est résolu, on va voir si c'est bien résolu aussi. C'est important. Donc c'est un suivi aussi un peu comme le système de tâches, gestion de tâches, to-do list. Tout à fait. Mais ça rappelle qu'il y a des choses à faire, etc. Et donc ça évite s'il y a des gros dérapages sur les délais, ça permet de mieux les maîtriser. De les suivre au quotidien, de manière automatisée. Et d'identifier là où il y a des risques. Si par exemple toutes les informations relatives aux menuiseries extérieures sont en train de déraper en termes de timing, on sait qu'on va avoir un décalage sur les commandes, etc. Donc, on peut mieux identifier en fait les risques que l'on prend sur le chantier. Alors là, on était dans la phase d'exécution. Est-ce que vous avez remarqué des difficultés justement pour gérer quelque part toutes ces données par les différents intervenants? On l'a vu, je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qu'ils utilisent tous aujourd'hui. Ça nécessite un temps de formation, comme on l'a vu en amont du projet. Mais pendant l'exécution du projet, j'imagine que le nombre d'intervenants est encore plus important qu'au début, où il y a peut-être simplement quelques ingénieurs, bureaux d'études, le client. Là, après, on le voit entre peut-être les équipes qui font les escaliers, ceux qui font les paraments extérieurs, etc. Il y a un nombre très, très important. Comment ça se passe là pour que tout le monde, je veux dire, adhère au BIM et l'utilise de manière assez rigoureuse? Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'utilisation de manière concrète et si oui, quelles sont-elles? Alors, moi, je le vois d'abord comme une manière de fonctionner comme à l'ancienne, je vais dire en plan 2D, etc. C'est que le gestionnaire de chantier va faire son boulot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sous-traitants et lui, il va faire la gestion de tout ça. Les outils BIM vont sûrement l'aider à faire ça, à mieux coordonner. Donc ça, je le vois plutôt en tant que plus-value. La difficulté, peut-être, c'est qu'en effet, tous les sous-traitants et les toutes petites sociétés, voire indépendants, ne gèrent pas forcément le BIM. Mais de nouveau, moi, je ne le vois pas tout à fait comme une difficulté parce que le BIM peut être sous-traité. Un exemple sur un projet, c'est que c'était un gros projet et il y avait un plus petit artisan qui était utilisé pour réaliser les cuisines du bâtiment. Donc lui ne gérait pas du tout le BIM. Voilà, c'est simplement qu'il a sorti ses plans, il a demandé à un petit bureau de dessin de remodéliser ses cuisines et ça a été intégré dans le modèle BIM. Donc voilà, il ne faut pas voir ça comme un frein, je pense. Il y a des bureaux de dessin, il
Il y a des experts BIM qui sont là pour ça. C'est de nouveau au gestionnaire de chantier de gérer ses sous-traitants comme il le fait depuis des années, quoi. Je me permettrai d'ajouter qu'il y a de plus en plus de projets qui se passent en BIM. Et donc, ça devient aussi un facteur différenciant aujourd'hui pour l'entrepreneur de se démarquer et de pouvoir gagner des contrats, etc. Donc, il y a des moyens, il y a comme tu disais, de la sous-traitance qu'on peut utiliser, de la formation aussi, est tout à fait possible. C'est pas des technologies qui sont inaccessibles. Et je voyais justement, il y avait une question sur le chat, je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ce que je voulais juste mentionner, c'est que pour démarrer, il faut prendre quelque chose de simple. Donc c'est extrêmement important. Il ne faut pas essayer de commencer à vouloir faire tout. Est-ce qu'on s'attaque d'abord sur l'extraction des métrés, ou est-ce qu'on s'attaque sur la gestion des fiches techniques, ou est-ce qu'on s'attaque sur la modélisation pure? Non. Commençons par un morceau et puis après on complète. Ce sont des blocs qu'on peut ajouter. Et aussi, ce que moi j'ai remarqué sur le terrain, bon, je suis pas autant sur le terrain que l'Arnaud. Je ne fais pas de la modélisation, je ne fais pas de la gestion BIM tous les jours. Je suis plutôt à proposer un outil. Mais par contre, ce que je constate sur le terrain, c'est que dans les gros projets, un outil digital est intéressant parce qu'en fait, il va automatiser un volume. Et donc, évidemment, quand on fait des opérations répétition, on gagne du temps. Ça, c'est évident, tout le monde a compris. C'est moins évident sur les petits projets, alors qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on est sur des petits projets, on doit gérer plusieurs petits projets en même temps. Et donc, c'est un espèce de secrétaire digital, d'assistant digital qui aide, en fait. Parce que quand on passe d'un projet à l'autre, ah oui, mais on ne sait plus exactement où on en était. Donc, ça permet d'avoir une vision globale de ces projets. On a vraiment une aide tous les jours. Donc, c'est là où vraiment ça aide, en fait, le gestionnaire et même le conducteur et l'ensemble des intervenants. Ce qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que quand on est en phase de réalisation, donc, il y a un passage de l'équipe de conception à l'équipe de réalisation. Et donc là, c'est l'entrepreneur qui a plus la main sur la coordination des sous-traitants, etc. Ça revient plus dans la main, ou alors dans le sous-traitant quand il travaille avec une équipe en sous-traitance. Donc voilà, c'est vraiment un processus qui se met graduellement en place. Alors, pour revenir sur la question initiale, est-ce qu'il y a des difficultés? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore certains points où il y a effectivement encore quelques petites difficultés, mais on est plusieurs éditeurs logiciels, on a des concurrents qui font pareil, à mettre vraiment des ressources pour pouvoir faciliter en fait l'usage. Alors, une des problématiques qu'on a constatées aujourd'hui, c'est qu'on a dit tout à l'heure, moi, en phase de conception, je gagne énormément de temps, je fais des clash detection, etc. En phase de réalisation, je peux gagner du temps aussi parce que ça me permet vraiment d'aller mettre les détails. Par contre, en phase d'exploitation, je n'ai plus besoin d'avoir autant de détails sur la maquette, etc. Mais j'ai besoin d'avoir une maquette exploitable, pardon, j'en perds ma voix. Et donc, c'est un élément sur lequel nous travaillons justement en partenariat avec Buildwise et l'Université de Liège. Je vais boire un petit coup, si vous me permettez. Et donc ici, si on peut éventuellement remontrer les slides, on a un petit schéma, je vais aller un peu plus loin. Ouais, je suis un peu trop loin. Voilà, donc en fait, on a un modèle, on a toute une série d'informations qui est produite par le chantier. La fiche technique est un exemple, tout ce qui vient planning, tout ce qui est coût contrôle, etc. Et aujourd'hui, c'est encore assez complexe d'aller remettre ça dans le modèle. Donc, pour pouvoir remettre ça dans le modèle, c'est le BIM Modeler qui reçoit des fichiers Excel, etc. Et donc, c'est assez je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais ça demande beaucoup de rigueur, etc. Et donc là, on est en train de simplifier le process. Et donc, si je prends l'exemple d'une porte ici, ça veut dire que le gestionnaire de projet, quand il va lancer l'approbation d'une fiche technique, il va dire que c'est une fiche technique relative à cette porte-là. Quand il va il va travailler sur le planning, dire que la menuiserie intérieure est terminée, ça va être directement relié à l'ensemble de ses actifs, de ses équipements. Et alors, par liaison informatique, on va aller automatiquement mettre à jour en fait l'information dans le modèle. Donc, c'est tous des éléments comme ça qui arrivent pour enrichir en fait. Faciliter. Notre rôle, c'est de mettre dans les mains de non-experts la capacité de pouvoir collaborer et d'aller ajouter de l'information pour pouvoir mieux dialoguer, mieux communiquer avec un expert BIM comme Arnaud. Donc ça, c'est vraiment notre rôle en tant qu'éditeur logiciel.
Alors, on aura la question, je vais la lire. Donc, pour s'y mettre, en tant que petit entrepreneur, TechLink, quel programme acquérir pour pouvoir consulter et quel autre type d'application proposez-vous? Quels programmes sont compatibles? Je pense notamment à GBAT. S'il parle de consulter le modèle avec un visualiseur, juste consulter les infos, faire des coupes, cliquer sur un objet, voir les infos qui sont attribuées à l'objet, il y a des viewers gratuits, des visualiseurs de modèles gratuits. On a une liste qui est disponible sur notre site digitalconstruction.be, mais on peut peut-être l'envoyer après, une liste de viewers gratuits. Je ne suis pas sûre si c'était exactement ça la question, des exemples de viewers. Mais donc, il y en a toute une série. Et chez Buildwise, on a fait le viewer Bimio aussi, qui est en ligne. Et alors, pour la deuxième partie de la question, pour la compatibilité avec d'autres, GBAT, c'est un ERP, je crois. Je ne sais pas si ma réponse va vraiment aider, mais depuis des viewers, il est possible d'extraire des Excel avec des informations. Et si on sait sortir un Excel structuré qui peut rentrer après dans GBAT, les informations de cet Excel peuvent être importées dans GBAT, mais peut-être, voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais il y a probablement d'autres liens possibles, mais ça, c'est facile, quoi. Exporter des infos, les réimporter, mais voilà. Vous avez aussi sur votre site une liste de plateformes. Il y a différents types d'outils. Hein, donc, je pense que pour pouvoir faire du BIM, il faut s'équiper de quelques outils. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Mais il faut le visualisateur, il faut la plateforme, il y a le RP dont on a parlé, etc. Ce sont des éléments effectivement dont une entreprise a besoin. Alors après ici, c'est peut-être pas la place pour aller mentionner des outils l'un ou l'autre en particulier, mais il faut effectivement se créer ce paysage applicatif. Et là, généralement, les éditeurs, nous par exemple, on travaille avec d'autres, enfin on est connecté avec d'autres solutions. Donc, alors on n'est pas connecté avec le monde entier, dommage, ça faciliterait beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est qu'on essaye vraiment de simplifier l'accès à la donnée. Donc, si on travaille sur notre plateforme et qu'on a un système de gestion documentaire, un SharePoint de Microsoft ou autre chose, on est capable de les connecter ensemble, etc. Donc voilà, ça, il y a d'autres solutions sur le marché qui proposent aussi ce genre de connexion, etc. Bien, voilà pour la question. Je regarde s'il n'y en a plus pour le moment, mais non. Donc, justement, on a parlé un petit peu de la phase d'exploitation dont on n'a pas encore parlé davantage ici. En quoi, justement, de nouveau, le BIM peut aider dans cette phase d'exploitation du bâtiment? Quels sont de nouveau les gains ou comment on peut le faire concrètement? L'exploitation, c'est le but ultime du bâtiment parce qu'il faut s'imaginer que la phase de conception, la phase de construction, c'est, on va dire, 1 an et demi, parfois beaucoup, mais ça reste quand même marginal par rapport à la phase d'exploitation. Et au final, c'est là où on a besoin de l'information parce que on a peut-être tous construit une maison. Personnellement, quand j'ai mis tous mes câbles électriques et le jour il a fallu forer pour mettre des portes en verre et qu'il fallait forer à travers la chape et les tuyaux de chauffage, la super photo ne permettait pas de s'assurer qu'on n'était pas en train de forer dans un tuyau. Voilà, c'est des éléments qui sont extrêmement importants de pouvoir documenter un maximum. Alors, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, on mène un projet de recherche avec Buildwise et le département Lucide de l'Université de Liège, donc ensemble, Cooperlink et ces deux acteurs, pour pouvoir, dès la phase de conception, dès la phase de réalisation, même en conception, on est en train de regarder ça avec des bureaux d'architectes, mais ici, c'est surtout dès la phase de réalisation, on va, par exemple, ici, on a une porte. Cette porte-là, le modeleur BIM, il va s'occuper, lui, il va dire, OK, moi, la porte, je l'ai classée de cette manière-là. Et dans l'outil, on va lui dire, OK, la porte utilise le code un tel. Et c'est pour ça qu'elles apparaissent ici en rouge dans l'outil. Et le conducteur de chantier, il va prendre sa fiche technique qu'il a reçue du sous-traitant, il la démarre, il va dire, ça, c'est la porte EA, c'est le type de la porte. Le système va connecter les deux ensemble. Et il va aller indiquer que c'est une porte de telle marque, de tel modèle, avec tel système de serrure, etc. Et en ayant fait cette opération, c'est une opération, c'est quelque chose qu'il fait déjà aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qu'il va mettre sur la page d'entête, qu'il va faire manuellement. Généralement, il fait ça dans un Excel ou dans un Word, il transforme en PDF, il vient remettre sur le document, et puis il envoie ça par mail. C'est exactement la même opération, sauf qu'on est déjà en train d'enrichir une base de données. On connecte les informations entre elles. On connecte les informations, donc ça veut dire que ça, dès la phase de réalisation, si vous allez cliquer sur une porte, vous voyez la fiche technique qui est correspondante, et quand le bâtiment est réalisé, on transforme
le projet de construction en une gestion d'actifs, une gestion d'exploitation. Et alors, après, on peut donner cette base de données à l'exploitant. Et l'exploitant, il a ses fiches techniques, il a ses plans de ferraillage, de calpinage, son modèle 3D, etc. La maintenance, l'évolution, les réparations dans le bâtiment. Voilà, et puis après, il y a des possibilités d'aller mettre des outils de gestion de maintenance qui sont connectés sur cette maquette pour aller faire une demande d'intervention sur la porte pour aller faire une réparation, faire un ticket, ce genre de choses. Tout à fait. Il y a peut-être une étape importante pour arriver à ça, c'est la réception qui est juste avant l'exploitation. Ça, je peux laisser Pauline parler, vu qu'on a fait ensemble la réception du... Ah oui, donc même si on prévoit un maximum de choses à l'avance pour qu'en exécution, tout se passe comme prévu, il y a quand même toujours des petits imprévus. Toujours des surprises. Des surprises et des choses qui ne sont pas construites exactement comme elles avaient été prévues. Et il est important que quand ça arrive, le modèle soit mis à jour en fonction de ce qui a réellement été construit pour qu'on ait un modèle tel que construit final pour l'exploitation juste. Et donc, ce qu'Arnaud faisait en tant que BIM manager, c'est qu'il faisait le tour du bâtiment et il détectait les différences entre prévu, réalisé. Et par exemple, ici, on voit qu'il y a une évacuation qui a été réalisée et qui était pas prévue à cet endroit-là. Et donc, il notait le problème dans BIM Collab Zoom, donc le viewer gratuit, pour que le modeler puisse comprendre ce qui devait changer pour que ce soit 100% conforme à ce qui existe sur place sur le chantier. Donc là, en fait, on n'a pas modifié le tuyau, mais on a modifié le plan pour que justement, dans la phase d'exploitation, quelque part, l'information qu'on a dans le plan, dans le BIM, soit correcte et qu'on ait... là, cette fois, c'est la réalité qui correspond au plan et pas l'inverse. Voilà, normalement, ce genre de choses, ça ne devrait pas arriver parce qu'on devrait tellement détailler au début qu'il ne devrait pas y avoir trop d'imprévus après, mais il y en a toujours de temps en temps et donc il faut rechanger le modèle pour qu'il soit conforme. Et alors, donc ça, c'était des passages sur chantier. Une autre manière de faire, c'est de scanner le bâtiment. Donc ça, c'est faire ce qu'on appelle des nuages de points. Donc ici, c'était les slides que vous voyez, c'est le cas de la gare de Charleroi, dont on a refait les nuages de points et qui donne à peu près ce rendu ici. Mais pour parler du bâtiment du Buildwise, donc en nuage de points, ça ressemble vraiment à ça. Donc on va mettre une station qui va scanner le bâtiment. Donc la station est mise au niveau des bulles qu'on voit ici. Et puis après, on peut vraiment se balader dans le bâtiment qui est la réalité. Et donc ça, on peut le superposer au modèle. Et comme ça, on voit directement, je vais dire, derrière son ordinateur, qu'est-ce qui correspond. Voilà, c'est ça. Mais bon, le scan n'est pas possible non plus à chaque semaine. Donc ça arrive parfois pour la réception, comme je l'ai fait ici, d'aller sur place valider le modèle, quoi. Faire la réception finalement du modèle. Il y avait encore un slide que tu voulais montrer peut-être par rapport à la réception. Pour la réception, on est bon. D'accord. Juste avant, je vais montrer quand même, c'est intéressant. On avait passé une petite info en exé, c'est celle-ci. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de faire le tour du chantier avec une caméra 360 degrés sur son casque. Et donc, ça capture l'état du chantier. Et donc, c'est des images, une sorte d'image Google Street View. Et il y a une plateforme qui s'appelle OpenSpace qui permet d'avoir à droite cette Open Street View et à gauche le modèle et détecter automatiquement l'état d'avancement. Donc, par exemple, tout ce qui est brun, c'est toutes les structures des parois intérieures qui ont été déjà placées. Et on voit que c'est 88% des structures déjà placées. Et ce qui est un peu en mauve, c'est les plaques qui ont déjà été placées des parois intérieures. Et là, c'est 39%. Et donc, pour le suivi de l'état d'avancement du chantier, et là, c'est automatique, c'est de l'intelligence artificielle qui comprend via l'image Google Street View et le modèle, plan, qu'est-ce qui est fait et pas encore fait. Et donc ça, c'était aussi quelque chose qu'on a testé, qu'on ne connaissait pas et qu'on trouve assez intéressant. Donc voilà. Ouais.
Parfait, ben, merci pour le complément, mais c'est que c'est intéressant à voir. On parlera tout à l'heure un peu d'intelligence artificielle, ben, c'est l'occasion de voir à quoi ça peut servir. Et l'état d'avancement, ben, j'imagine que ça peut être aussi utile pour, comme on l'a dit, hein, voir s'il y a des écarts dans les plannings et de se dire, tiens, est-ce qu'on y arrivera dans les temps que l'on s'était fixé. Peut-être moi j'ai encore une ou deux questions par rapport à l'utilisation du BIM. Donc on a vu il y a des gains possibles à plusieurs endroits, que ce soit pour éviter des erreurs, que ce soit pour gagner du temps, pour avoir une meilleure documentation aussi. On oublie parfois, mais la qualité de l'information est parfois très importante plus que des gains. Globalement, selon vous, évidemment, vous avez des casquettes différentes. Quels sont les gains que l'on peut obtenir grâce à ce BIM, soit en termes de temps, de mise en œuvre de matériaux, peut-être pour éviter des erreurs, pour éviter d'acheter des matériaux dont on n'a pas besoin parce que les métraits étaient imprécis, peut-être des gains financiers sur le projet de l'IMLED. Je ne sais pas si vous avez des indications ou sur d'autres projets. Moi, ce que je peux mentionner, c'est que ce qu'on constate en tant qu'éditeur de logiciels, c'est que bien souvent, les gens disent « oui, moi je connais les bonnes vieilles méthodes et c'est plus facile, etc. » Et puis quand on passe sur des outils de systématisation, je vais appeler ça comme ça, un peu plus digitaux, eh ben, boum, on se rend compte qu'il y a 10 ou 15% d'erreurs. Et ces 10 ou 15% d'erreurs, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément d'argent au début du projet et à la fin du projet, donc ça coûte en fait à tout le monde. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Si on a un maître d'ouvrage qui reçoit un dossier as-built qui n'est pas bon, le jour où il va devoir faire de la maintenance, il va perdre de l'argent. Si en exécution, on a des métriques qui ne sont pas bons et qu'on fait des commandes en trop ou trop peu, etc., il vaut mieux trop peu, mais en trop, c'est un problème. Ça génère du déchet, etc. Donc, je pense que la gestion de l'erreur, la gestion de la précision, je prenais mon exemple de la team fil ruban et ma team laser. Le laser est précis. Si je veux mettre quelque chose droit, je suis sûr qu'avec le laser, je vais le faire. Avec le fil à plomb, ça va être un peu moins précis. Donc oui, je vais pouvoir le faire, mais c'est un peu plus artisanal. Et donc, on a vraiment un côté plus professionnel et un gain de temps, d'argent, etc., qui en découle. Sur le projet Limlet, est-ce que vous avez des indications du temps éventuellement gagné ou sur d'autres indicateurs? Vas-y, je te laisse parler. Ce qu'il y a eu grâce au modèle 3D, c'est surtout en stabilité, c'est que ça a permis de faire énormément de préfabrication, donc des voiles, des colonnes, des poutres. Donc ça, le chantier a été, point de vue de son ossature, très rapidement monté. Et la préfabrication, ça aide à éviter les déchets sur site. Donc ça a été un des gros points qui a fait gagner des déchets, du temps. Et alors, l'autre chose aussi, c'est qu'on a fait une petite réunion à la fin du chantier avec tous les intervenants et on a discuté des pour et des contre au niveau du BIM. Et une des conclusions, ça a été qu'en termes financiers, c'est que le BIM, de par les sous-traitants BIM, moi-même, etc., ont amené un petit coût supplémentaire. Mais pour le client et pour l'entrepreneur, ça a été plus que récupéré, donc un retour sur investissement, du fait que s'ils prennent la moyenne de leur chantier, l'enveloppe qu'ils prévoient pour les imprévus a été diminuée de bien plus que le coût supplémentaire qui était lié au BIM. Donc à ce niveau-là, financier, ça a été aussi une réussite, quoi. Et alors peut-être un élément qu'on oublie beaucoup, ici je parlais d'indicateurs financiers, de temps, etc. En termes de collaboration, puisque c'est ça aussi un des gros objectifs du BIM, c'est que les gens collaborent mieux entre eux. Comment ça se passe? Est-ce que l'ambiance est meilleure dans les équipes? Est-ce qu'il y a moins d'énervement, d'engueulades dans les réunions ou je ne sais pas sur le projet. Nous, ça s'est super mal passé parce que les gens étaient désagréables. Mais normalement, c'est censé améliorer les choses. Non, c'est pas vrai. Ça s'est bien passé. Oui, en fait, il y a moins de « Ah mince, j'avais pas compris ça comme ça, pourquoi tu me l'as pas mieux expliqué ?» Donc ça améliore la communication. Voilà, et comme on comprend tous mieux ce que l'autre prévoit, ce que nous on prévoit, mettre ensemble ce que les deux prévoient, voir à l'avance si c'est compatible, il y a moins de… c'est plus facile de le voir avant et il y a moins de tension. Toujours des personnalités différentes dans un projet, donc ça, il peut parfois avoir des tensions, mais moi, j'observe la même chose, c'est que quand on travaille plus à cahier ouvert, alors oui, effectivement, on essaye de protéger ses intérêts en tant que chaque société, mais quand on travaille à cahier ouvert, si à un moment donné, il y a un glissement sur le planning,
on vient tout de suite en parler, etc. On peut, de manière claire, en parler en réunion de chantier, etc. Alors que si on commence à masquer l'information, c'est la confiance qui s'altère. Et donc, on fait ça une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Tandis que, oui, des problèmes, il y en a. Oui, je veux dire, ça, le monde idéal, et c'est bien, le monde de bisounours, ça n'existe pas. Donc, il faut les résoudre, il faut les tacler. Et je me rends compte de plus en plus des entreprises avec lesquelles on travaillent avant dans des méthodes classiques plutôt à livre fermé, sont de plus en plus à livre ouvert. Et ça facilite, ça apaise les tensions. Et finalement, quand vous êtes dans l'embarras, votre partenaire viendra plutôt vous aider que de vous enfoncer davantage. Hein. Finalement, tout le monde cherche à ce que le bâtiment sorte de terre. Hein. Tout le monde est gagnant s'il sort plus vite. Hein. Donc, oui, la collaboration à ce niveau-là est renforcée. Dans le cas où ça se passe un peu plus mal, on va dire, les choses sont mieux tracées aussi avec le BIM. Et un exemple concret, c'est que sur tous les chantiers, ça arrive qu'il y a un sous-traitant qui va arriver avec les plans de l'architecte, mais qui n'est plus la bonne version. Par exemple, ça, des logiciels comme Axel propose, on a toujours le dernier document. Oui, c'est ça. Il n'y a pas question de ne pas avoir la bonne version sur le chantier. On ne peut pas trouver une excuse par rapport à ça, etc. Tout le monde a la dernière version à jour, et ça, c'est un élément qui arrive sur tous les chantiers qui ne sont pas BIM, que deux personnes ont les deux versions de plans différentes. Voilà, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. On peut même l'étendre, parce que celui qui est sur chantier et qui, à un moment donné, se pose une question parce que le plan n'est pas assez détaillé, il doit aller retrouver la fiche technique, il la retrouve facilement avec l'outil, il ne doit pas commencer à aller dans des armoires potentiellement où la fiche n'y est même pas, peut-être, etc. Donc oui, c'est vraiment l'accès à l'information. Et on est de plus en plus habitué à ça. Hein. Je veux dire, on a tous un smartphone aujourd'hui. On prend Google, on demande à Google, donne-moi l'information qui m'intéresse. Ça devient vraiment cette démarche-là qu'on apporte sur le chantier. C'est un peu l'illustration du slide ici. Hein. C'est que l'info, comme elle est numérique, elle va aussi perdurer dans le temps. Donc à gauche, je veux dire, c'est un dossier as-built classique où il y a eu l'information. Est-ce qu'on est certain qu'elle soit bonne? Parce qu'en plan d'exécution, comme a dit Pauline, ça n'a pas été forcément construit comme ça, donc parfois l'entrepreneur remet ses plans d'exécution et pas as-built, et puis on va perdre les informations au fur et à mesure des années. Ici, comme c'est numérique, ça permet de les garder, de les partager plus facilement, etc. Dans le temps et à travers tous les interlocuteurs. Oui, et là, ce qu'on peut quand même mentionner, c'est que évidemment, dans le monde du logiciel, voilà, on crée un fichier, il faut pouvoir le relire. Alors, le BIM a ses gros défenseurs au niveau du BIM ouvert. Et donc, notamment, il y a une institution internationale qui s'appelle Building Smart qui développe des formats de fichiers, qui s'appelle par exemple l'IFC, qui est un format ouvert et dont ils assurent la pérennité. Ce qui n'est peut-être pas le cas, on n'en sait rien, peut-être avec d'autres éditeurs logiciels. Mais ça, c'est leur objectif. Je parlais tout à l'heure, on parlait de fiches techniques, etc. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle on va aller mettre tous les commentaires, toutes les informations de la fiche technique dans une en-tête qui est directement incorporé dans le fichier PDF, parce que ça veut dire que si on sort ces informations-là de leur contexte ou de leurs outils, on sait toujours les relire. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une plateforme pour pouvoir aller relire ma fiche technique. Non, l'information, elle y est, et le commentaire antérieur et tout son cycle de vie est également présenté. Donc, c'est des éléments aussi importants que quand on veut choisir le paysage d'application qu'on utilise, d'être ouvert, en fait, parce que là, on garantit. Alors, on parle souvent de durabilité en bâtiment, mais on peut parler aussi de durabilité dans la donnée. Je pense que c'est aussi important, en fait. Parfait. Bien, merci à tous les trois pour voilà, un premier aperçu déjà assez large de ce que pouvait faire le BIM tout au long du cycle de vie d'un bâtiment, donc depuis les premiers jours jusqu'à son exploitation. Juste après une petite courte pause, le temps de changer le plateau, on va accueillir deux personnes qui vont venir nous parler justement de comment passer à l'action et donc avoir d'un côté peut-être des aides pour financer le démarrage d'un projet BIM ou d'un projet digital, et également quels sont éventuellement des partenaires, des structures qui peuvent vous accompagner pour aller dans cette transition digitale. On se retrouve tout de suite après une courte page j'allais dire de pub, mais ce n'est pas des pubs, une petite vidéo de présentation de l'Infopôle.
Voilà, on est de retour pour la dernière partie de ce webinaire où on va aborder la question des aides, tant financières que des personnes qui peuvent vous accompagner dans cette transition digitale et notamment celle du BIM à installer dans vos entreprises. Alors, pour aborder ce sujet, on a deux nouvelles personnes, Mélanie Léonard et Henri Van den Dries. Alors, Mélanie, bonjour. Mélanie, tu es conseillère technologique et innovation et numérique chez Imbul depuis 8 ans. Tu accompagnes les entreprises du secteur de la construction qui souhaitent se développer dans les solutions numériques et notamment numériques innovantes. Tu as notamment participé à différents événements sur les dernières évolutions, notamment dans l'éco-construction. Tu participes au lunch du numérique lors duquel on présente des technologies, des thématiques technologiques à un groupe d'entreprises du secteur de la construction. D'ailleurs, le prochain aura lieu en octobre. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas MBuild, c'est l'ancien nom de la Confédération de la construction. On se permet encore un peu de le dire. Un jour, il faudra définitivement tourner la page. Et donc, c'est une fédération qui est là pour renforcer, soutenir les entreprises du secteur dans leur développement. Et alors aussi, on a Henri Van den Dries. Bonjour Henri, qui est conseiller en économie et en gestion d'entreprise, donc justement chez MBuild. Il est sorti de ses études il y a quelques mois. Et alors, tu es spécialisé dans les aides financières pour le secteur de la construction. Et donc, c'est toi qui vas nous présenter cette partie-là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, on peut attaquer le sujet. Alors, on sait que dans le secteur de la construction, il y a plein d'enjeux, comme dans beaucoup de secteurs, mais un des gros enjeux, c'est notamment la transformation digitale, avec ce qu'on parle parfois la construction du futur ou l'industrie du futur, en tout cas pour les parties du secteur de la construction qui produisent, par exemple, des matériaux. De quoi parle-t-on quand on parle de la transition digitale dans le secteur de la construction ? Mélanie. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à l'Infopôle et partenaires pour l'événement d'aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'au niveau d'Imbul Wallonie, il y a une transition digitale qui s'est opérée. L'évolution du secteur, elle est de toutes sortes, mais au niveau numérique, il y a beaucoup de changements. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont habitués au changement. Il y a beaucoup de choses à suivre. Et il faut savoir qu'à ce niveau-là, on travaille beaucoup avec l'Agence du numérique et d'autres partenaires, comme l'Infopôle, par exemple, également, Buildwise, qui était là aussi aujourd'hui. Et l'Agence du numérique, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait une agence gouvernementale qui est à Namur et qui aide tous les secteurs, pas que la construction, à établir la stratégie digitale pour les entreprises, notamment. Donc, voilà, vous avez peut-être vu des logos, comme on voit, construction du futur, industrie du futur. Donc, ce sont tous des programmes qui aident principalement pour les entreprises. Ce qui est important, c'est qu'on essaye de les accompagner, de les sensibiliser via différents événements, comme aujourd'hui. On parlera de quelques exemples par la suite. Alors, au niveau de la transition digitale et la gestion digitale d'une entreprise, là, on a un beau slide qui fait un aperçu. Peut-être situer un petit peu justement de quoi on parle de manière assez concrète. Oui, c'est vrai que voilà, tout à l'heure, on a parlé du BIM. C'est vrai que le BIM, c'est une chose, mais à côté de ça, il y a une numérisation de manière générale. Pour les entrepreneurs, des fois, le numérique, ça peut être un mail, ça peut être un Word, ça peut être un Excel, mais à côté de ça, il y a plein d'outils qu'on peut en fait numériser dans l'entreprise. Il y a plein de processus organisationnels, comme vous les voyez. On peut parler de planning connecté, de planning qu'on échange avec ses employés, avec ses ouvriers, avec ses collaborateurs. On peut parler de la gestion des achats, la gestion du matériel. En fait, tous les processus, dès que le client vient contacter l'entreprise, plus ils sont numérisés et plus ça va aider. Parce qu'il y a encore énormément de papier, et à un moment donné, on voit que ça devient critique dans la société de pouvoir suivre tout ça, d'avoir un réel historique. Donc, il existe des logiciels qui sont payants. Il y en a d'autres, des gratuits, qui sont vraiment en fonction du besoin de l'entreprise et qui vont permettre de numériser en fait tout le processus de gestion de l'entreprise de manière générale. Donc là, on parle bien, tout à l'heure on parlait du BIM, donc qui va aider l'entreprise à faire quelque part son vrai métier, si on est entrepreneur, on est architecte. Oui. Donc là, c'est dans la gestion
des opérations de son métier. Mais ici, on parle vraiment de tout ce qui tourne quelque part autour de l'entreprise. On l'a vu, je sais pas, en facturation par exemple. Ça, c'est comme dans une entreprise classique au final. C'est pas spécifique au secteur de la construction. Voilà, c'est pas spécifique au secteur de la construction. C'est vraiment, comme tu disais, vraiment la gestion de manière générale de l'entreprise. Allez, par exemple, partager des données avec ses collaborateurs. Qui a accès à même des documents, un simple document, un document de projet. Est-ce qu'on va le partager sur le cloud, sur Internet ou à un moment donné, est-ce qu'il n'y a qu'un collaborateur qui a accès et que donc on doit fonctionner en s'envoyant un mail. Donc, ce genre de choses, des exemples très concrets, voilà, à un moment donné, on peut peut-être utiliser un Dropbox ou d'autres outils où chacun aura accès à l'information. Ça peut être, par exemple, ça, le processus dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément spécifique à la construction. Maintenant, il y a des aspects qui sont spécifiques à la construction, des gestions de chantier, par exemple. Et dans certains logiciels qu'on appelle ERP, qui sont des logiciels avec plusieurs modules, là, on peut retrouver, par exemple, un suivi de chantier, d'état d'avancement qu'on ne va peut-être pas retrouver dans un autre secteur. Voilà. Alors, donc là, on a vu de manière générale pour la gestion digitale d'une entreprise, quelles sont les autres grandes technologies qui peuvent quelque part changer la donne et qui sont en train de toucher le secteur de la construction depuis déjà maintenant quelques années. Voilà, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du BIM. C'est dans quelque sorte un grand changement, une nouvelle technologie. Après, à côté de ça, voilà, on vient de parler des processus qui sont plus gestion, organisation, suivi de son entreprise. À côté de ça, il y a des nouvelles technos. Il y en a peut-être qui en ont déjà testé derrière l'écran, par exemple des exosquelettes. Voilà, on n'est pas forcément dans le numérique là, mais c'est une technologie qui peut aider sur chantier pour le bien-être des entreprises. Il y a des entreprises qu'on a rencontrées qui en ont acquis et qui le disent, qui a une bonne expérience parce que ça permet d'éviter des accidents, donc et aussi le bien-être au travail. Donc, il existe plusieurs choses, plusieurs exosquelettes à ce niveau-là, mais moi, je dis toujours, ça, il faut l'essayer, il faut le tester vraiment pour ça. Et on travaille avec Buildwise. Buildwise a acquis une série de technologies, en fait, où ils permettent de tester aux entreprises de la construction, justement, ces technologies avant de, justement, investir. Donc, exosquelette, on a parlé tout à l'heure, Pauline parlait de caméra 360, par exemple, ça, c'est un bel exemple aussi au niveau outils de mesure. On n'est pas forcément dans des grandes technologies, mais des outils du quotidien, faire des mesures, de suivre un chantier, prendre des photos, pour vraiment suivre le chantier de A à Z et n'avoir rien oublié, c'est vraiment important pour les entreprises. Et ça, c'est vraiment des outils qui parlent. Quand on en discute, on voit que l'entrepreneur, il ne se dit pas, là, c'est futuriste, je suis perdu. Non, c'est vraiment des outils qui sont mûrs, qui sont matures et que l'entreprise va pouvoir vraiment utiliser demain. Il y a le drone aussi, mais ce qu'il y a vraiment derrière le drone, c'est chouette de piloter le drone. Tout le monde l'a peut-être déjà essayé, même de manière privée. Mais à côté de ça, pour un entrepreneur, ça peut permettre d'accéder à des endroits peut-être dangereux. Ou alors simplement d'aller prendre des mesures beaucoup plus précises. Si on doit, par exemple, aller faire un relevé d'un terrain assez complexe, on peut envoyer un drone et avoir à côté de ça, prendre des photos et avoir des modèles 3D qui sont réalisés grâce à ça. Bon, là, je simplifie le trait, mais donc, c'est de se dire que la technologie, finalement, elle n'est pas là pour faire joli. On n'est pas dans la techno pour la techno, mais se dire, moi, je suis entrepreneur, de quoi j'ai vraiment besoin et d'être curieux. C'est pour ça que je disais, il faut pas avoir peur de tester avant de se dire, je vais acheter une techno et en fait, ça va pas me servir. Voilà, ici, on peut tester, par exemple, comme je le disais, et essayer différentes technologies. Alors justement, ces technologies, comme toute chose, ont un coût. Au-delà du coût de l'investissement, on verra qu'il y a aussi des possibilités de là-dessus. Parfois, c'est un coût du conseil, du diagnostic, pour se dire, tiens, de quoi vraiment j'ai besoin, où en est ma société, où vais-je, et surtout, comment passer les différentes étapes pour justement que ça reste accessible, tant sur un plan de la fonctionnalité, mais aussi sur un plan financier, et pas mettre la société dans le rouge en achetant peut-être un drone qui ne va pas être utile à ma société, et au contraire, pour une autre, ce sera très utile. Et donc, justement, pour aider les entreprises dans cette transformation et de pouvoir choisir les bonnes technos, faire les bons diagnostics, il existe toute une série d'aides, et peut-être présente-nous la première grande famille d'aides qui sont les chèques entreprises. Oui, la première
famille, c'est son échec entreprise, mais c'est Mélanie ici qui va nous présenter Juste, les généralités. D'accord. Juste pour les généralités, après Henri fera ça très bien. En fait, comme tu disais, il y a une question aussi, et ça, que ce soit peut-être même pour les processus organisationnels, on a beaucoup de questions d'entreprise, par exemple, qui nous appellent et qui nous disent, voilà, moi, je ne sais pas trop où j'en suis, j'aimerais peut-être implanter ce genre de logiciel, mais je ne sais pas trop si c'est adapté à ma société, et les entreprises sont nées dans le guidon, c'est normal. Il faut aussi leur simplifier la vie à ce niveau-là. Donc, par exemple, il y a les chèques entreprises, qui est un dispositif public de la région Wallonne. Ici, vous voyez en fait que ce n'est pas que pour le numérique. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir. Il y a par exemple des aides au niveau de l'énergie, de l'économie circulaire. Ici, on parle plus du numérique. Mais donc, ces chèques entreprises, en fait, c'est une aide, c'est un subside qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 90% d'intervention sur un prestataire de service, et qui va pouvoir vous orienter, vous donner des conseils. Henri expliquera plus dans le détail quel chèque il existe. C'est important de savoir en fait que ça fonctionne aussi sous le mécanisme de minimis. On ne va pas aller trop dans les détails, mais ça, l'entreprise ne le sait pas toujours. Elle dispose sur 3 ans en fait d'une enveloppe maximale d'aide de 200 000 €. D'aide publique. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner 200 000 € en cash, mais ça veut dire, par exemple, ici, elle va utiliser un chèque j'invente qui va lui permettre d'avoir 10 000 €, par exemple. On ne va pas lui donner 10 000 €, mais cela va être enlevé de son enveloppe d'aide maximum de 200 000 €. Mais voilà, ça, on ne va pas trop vous embrouiller à ce niveau-là, mais sachez qu'il y a des aides, que les PME, les TPE peuvent les utiliser. Il y a un mécanisme assez facile. On vous a mis un lien, un site, et franchement, voilà, la démarche est assez simplifiée à ce niveau-là. Ça fait plaisir au niveau de l'administratif. Alors, au niveau des chèques entreprises, comme on l'a dit, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on fait un focus sur les chèques qui sont plutôt numériques. Dans les chèques numériques, il y en a aussi plusieurs. Donc, on va aussi là faire un focus. On pourrait faire un webinaire tout entier sur les chèques et les aides. Mais peut-être pointe-en-nous l'un ou l'autre qui sont, selon toi, les plus intéressants à la fois pour le secteur de la construction et surtout compte tenu de l'état, quelque part, numérique du secteur de la construction. Le premier qu'on voulait vous présenter, ici, est vraiment le chèque de maturité numérique, qui permet vraiment d'aider l'entreprise dans sa prise de décision, parce qu'il permet d'avoir une vue à 360 degrés sur les différentes solutions qui existent dans l'entreprise, mais également autour de l'entreprise. Et donc, ce chèque permet de réaliser un plan de mise en œuvre, et il permet d'être accompagné pour réaliser ce plan. Par exemple, si une entreprise veut acquérir un logiciel pour améliorer, on va dire, sa comptabilité, mais qu'elle ne sait pas quel logiciel choisir, elle peut faire appel à ce chèque. Ou si elle veut plus simplement connaître l'état numérique de son entreprise, on peut faire appel à ce chèque. Le deuxième chèque, qui est pour moi, pour le moment, à l'heure actuelle, le plus important, le chèque de cybersécurité. Il permet à l'entreprise d'être accompagnée par un expert qui va réaliser un audit de l'entreprise. Et cet audit va permettre d'identifier les risques, va permettre de renforcer sa sécurité et de voir si on est conforme aussi à la réglementation. Mais ça, on n'y pense pas toujours, que ce soit même au niveau de son site internet avec le RGPD et tout ce qui s'ensuit. Et donc, cet audit permet de détecter les intrusions et les incidents sur le parc informatique de l'entreprise. C'est vraiment un processus essentiel pour l'entreprise parce qu'il permet, dans un paysage numérique qui est en constante évolution, de se sécuriser et même de former ses employés. Ça, on n'y pense pas toujours, mais les intrusions peuvent venir aussi d'un bête mail qu'on reçoit, d'un SMS ou quelqu'un qui se fait passer pour un client. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a plus de 2/3 des entreprises qui ont déjà été confrontées à cette cybercriminalité. Donc, premier chèque plutôt pour le développement de l'entreprise. Le second, plutôt pour se protéger et justement ne pas nuire au bon développement et au bon fonctionnement de l'entreprise. Et le dernier dispositif dont tu voulais nous parler aujourd'hui, quel est-il ? Ce sont la relance par le numérique. En fait, c'est un dispositif qui est temporaire. Il prend fin ici fin août 2023. Et ce dispositif a été créé pour augmenter la digitalisation des entreprises et pour commencer ou amplifier leur activité en ligne. Il faut savoir que ce dispositif, cette relance par le numérique se fait en 3 phases. Premièrement, par le chèque entreprise diagnostic, qui permet d'avoir soit un diagnostic de maturité numérique ou un diagnostic de cybersécurité. Ensuite, quand on a réalisé ça, on peut passer à la deuxième phase, qui est le plan d'action stratégique,
qui ici nous permet de fournir tout un ensemble de recommandations pour créer ou renforcer la stratégie digitale de l'entreprise, donc soit d'un point de vue positionnement digital ou d'un point de vue cybersécurité. Et le dernier chèque est l'implémentation stratégique, qui ici permet vraiment de réaliser les investissements suite aux recommandations du point 2, que ce soit des investissements en termes de conception, de développement, de mise en œuvre ou d'intégration de différents outils numériques. Et pour donner un ordre de grandeur, quel est le montant d'intervention, par exemple, pour ces chèques relance par le numérique? L'enveloppe globale pour les 3 chèques ici est de 15 000 €. Pour le diagnostic, on est à 1 900. Pour le plan d'action, à 5 700. Et pour l'implémentation stratégique, qui est vraiment ici la phase la plus importante de ce chèque, on a un montant plus élevé qui est de 7 400 €. Et le taux de subside pour ces chèques? 90%. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'a que 10% des frais à supporter? Plus la TVA totale, Ouais. des 100%, mais qu'elle peut récupérer par la suite. Donc, c'est vraiment une grosse aide qu'a fait la région Ouais. pour les aider vraiment à faire ces petits pas pour aller vers la... Ouais, donc, il faut vraiment profiter avant qu'elle prenne fin. D'accord. Mais donc, chèque entreprise, ça c'est un premier volet. Donc, on l'a vu, entre 50 jusqu'à 90% ici d'intervention. Alors, quels sont les autres dispositifs qui existent sur le numérique? Via la Wallonie, on a également les primes à l'investissement. Mhm. Ici, c'est pas qu'un focus pour le numérique, mais on peut s'en servir pour ça. Cette prime peut être obtenue par les entreprises qui veulent réaliser comme des investissements conséquents. On parle ici de minimum 25 000 €, que ce soit des investissements pour acheter un nouveau terrain, un nouvel entrepôt, refaire tout son parc informatique avec des nouveaux serveurs, ou que ce soit même des acquisitions de gros logiciels ou de grosses licences. Il faut savoir qu'on peut bénéficier ici d'une aide à partir minimale de 4%, qui peut monter en fonction de certaines conditions, en fonction de la taille d'entreprise, de sa localisation, de si l'investissement va créer de l'emploi ou non. Et que la constitution du dossier est également assez simple, elle se fait directement en ligne sur le site de la Wallonie, mais il faut faire bien attention à faire la demande de prix d'investissement avant de réaliser les investissements. Oui, il faut attendre Sinon, d'avoir c'est la pas décision. rétroactif. Ouais. Donc ici, on est plutôt sur de l'investissement, ou comme on l'a vu, que ce soit pour des bâtiments, des équipements, etc. On n'est pas sur une phase plutôt de conseil, comme on l'avait vu avant avec les Ici, c'est chèques vraiment entreprises. quand on sait ce qu'on veut acheter précisément. Donc, d'abord, on utilise les chèques, Ouais. et puis après, on peut utiliser, par exemple, la prime à l'investissement, où on va aller chercher quelques pourcents en fonction, comme tu l'as Ce dit, qui peut être très cette intéressant. situation. On a eu le cas récemment avec un charpentier qu'on a accompagné, qui allait justement acquérir un nouveau entrepôt et le rénover. Et il a eu plus ou moins entre 4 et 5% de prime sur un investissement d'environ 500 000 €. Donc, Ouais, c'est appréciable. C'est 4%, quand même- ça ne paraît pas beaucoup, Oui, mais sur mais 500 000, ça fait quelques ça milliers fait une d'euros. belle économie. Ouais. D'accord. Alors, quelles sont les autres aides qui peuvent venir, même en complément des premières que tu as citées? On a les aides Wallonie Entreprendre, anciennement Sowalfin. Ici, on parle vraiment d'un cofinancement avec la banque. Ce n'est pas de l'argent qu'on va nous donner, Mhm. mais c'est quand même très intéressant. Il y a diverses solutions qui sont proposées, comme les prêts subordonnés, les apports de garantie ou le produit mixte. Le produit mixte, c'est un prêt et un apport de garantie, mais pour des montants plus petits. Il y a également le prêt coup de pouce, que tout le monde connaît, je pense, qui est le prêt d'un proche, d'un ami ou d'un membre de la famille, qui peut être également cofinancé par Wallonie Entreprendre. Mais ici, le prêt le plus intéressant, on va dire, pour les PME est le prêt automatique. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il y a une réelle rapidité d'octroi. En seulement quelques jours, on peut l'obtenir. Il ne nécessite pas de garantie supplémentaire, ce qui facilite l'accès à l'investissement. Ici, on parle de prêts de maximum 75 000 € ou 25 000 € en fonction de la date de création de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on peut profiter d'un taux d'intérêt plus bas que celui pratiqué par la banque. Et donc là, on voit que les montants, c'est vraiment des choses, c'est pas pour que les grosses sociétés, au contraire, c'est pour des PME. Quand Oui. on voit des investissements ou des financements de l'ordre de 25 à 50 000 €, c'est sans doute ce que la plupart des entreprises de construction, pas dire font tous les jours, mais en tout cas, on fait une ou plusieurs fois dans leur vie, quand ils achètent des équipements, Tout à fait. du matériel. Donc c'est vraiment destiné à ce public de PME, voire de très petites entreprises. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres produits chez Wallonie Entreprendre? Chez Wallonie Entreprendre, il y a également les prêts EasyUp, qui sont ici des prêts pour la transformation numérique. Et donc, j'entends par transformation la digitalisation des processus Donc, comme ou de l'infrastructure. Le BIM, sans doute. Oui, comme le BIM, ou si on veut intégrer un ERP. Mhm. Ici, on peut bénéficier d'un prêt pour ça. Il y a également EasyGreen, qui ici, ce sont des prêts pour la transition énergétique.
si on veut acquérir des panneaux solaires, faire une transition bas carbone de son entreprise ou autre. Donc Green pour tout ce qui est transition environnementale et Easy Up pour la transition digitale. C'est ça. Parfait. Alors, est-ce que tu avais encore un dispositif à présenter ou on a fait le Mélanie, encore un dispositif. C'est Mélanie qui présente, d'accord. Et des petites blagues. Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait de technologie. Donc là, par exemple, je pense qu'on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, avec notamment ChatGPT qui a fait beaucoup de scoops. Mais il faut savoir, voilà, les entreprises commencent à se poser pas mal de questions à ce niveau-là. Et elles se disent, tiens, l'intelligence artificielle, finalement, c'est un effet de mode. Où est-ce que je peux l'acquérir chez moi? Au niveau de la construction, on parlera d'un petit projet après, rapidement. Il y a des choses vraiment qui existent. L'intelligence artificielle peut vraiment aider. Donc, il y a vraiment des recherches qui se font à ce niveau-là, des choses très pratico-pratiques. Il existe des applications, par exemple, pour compter des éléments qui sont sur base de données de photos. On prend une photo avec son GSM pour compter, je ne sais pas, un tas de poutres et la photo va pouvoir reconnaître, en fait, derrière, le mécanisme va pouvoir reconnaître qu'il y a, par exemple, 300 poutres sur la photo. Ça peut paraître anodin. Alors, bon, il y a des petites choses qui doivent être encore rectifiées, parce que si la photo a été coupée, il ne va peut-être pas reconnaître exactement la poutre. Mais derrière, il y a une intelligence qui a été entraînée, qui va pouvoir aider, se dire, voilà, sur ma photo, il y a 300 poutres. Il y a des entreprises, des fois, c'est une personne qui fait ça et qui compte. Alors, vous imaginez derrière l'erreur qui peut s'installer et puis la plus-value de la personne de compter ça toute la journée. Donc, on a déjà parlé avec des entrepreneurs et c'est vraiment des mécanismes qui les intéressent. En termes d'intelligence artificielle aussi, pour la sécurité sur chantier, voilà, il faut bien rappeler que derrière le numérique a toujours un objectif. C'est pas le numérique l'objectif, mais c'est ce qu'on en fait derrière. Et par exemple, il y a des applications, il y a des solutions d'intelligence artificielle qui peuvent, par exemple, sur un chantier, pouvoir voir si les personnes ont leur casque sur chantier ou si elles ont bien leur vareuse, voilà, des équipements de sécurité. Alors, pour un petit chantier, on va se dire, c'est peut-être pas utile, mais pour un gros chantier, où à un moment donné, on n'a pas toujours la gestion de tout le monde et de visu, ça peut vraiment être important et ça peut sauver des vies. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a un mécanisme qui existe au niveau de la stratégie digitale Wallonia for AI, donc qui a été mis en place par l'Agence du numérique avec d'autres partenaires, qui sont aussi des aides financières. Vous avez le Startia, ça porte bien son nom. C'est pour commencer, on se demande, tiens, dans mon entreprise, qu'est-ce que je pourrais faire avec l'intelligence artificielle? C'est des plus petits montants, c'est des plus petits dossiers. On se pose vraiment les questions, on fait un petit diagnostic de voir, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et après, Tremplin IA, peut-être plus intéressant, on va plus loin. Là, on va vraiment tester en entreprise. Ça, pour l'entreprise, c'est vraiment plus parlant, plus concret. On a un concept. On est peut-être passé par le Startia avant. Et là, on va vouloir tester. Vous voyez que les financements sont plus conséquents, de jusqu'à 70% et de 40 000 € par projet. Donc là, on va tester, on a une idée et le projet, évidemment, est plus sur une durée. Et puis après, si on a envie d'aller peut-être commercialiser la solution, plus une idée marché, il y a le CAPIA aussi qui existe à ce niveau-là. Donc Startia, c'est vraiment, comme le nom l'indique, pour démarrer, faire un premier tour d'horizon de l'entreprise, voir se dire, tiens, on a des données, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment l'IA pourrait s'intégrer dans l'entreprise. Le tremplin, c'est vraiment véritablement un passage à l'action, mais en mode toujours test, pour justement voir dans quelle mesure ça fonctionne, est-ce que ça compte bien le nombre de poutres ou le nombre d'éléments, et de pouvoir voir les retombées, j'imagine, et puis après peut-être se dire, tiens, allons plus loin, et alors là, aller chercher des financements peut-être plus conséquents, comme l'a cité, Prime à l'investissement ou chez Wallonie Entreprendre, une fois qu'on a fait le POC ou le tremplin IA. Voilà, parfait. Alors, au niveau des aides financières, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes aides qu'on voulait aborder, mais il existe aussi différents outils, outils à mettre entre guillemets, mais des personnes, des structures, des programmes, des dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises de la construction dans cette transition digitale, transition numérique. Peut-être parler du dispositif EDIH qui vient d'être lancé ici récemment en 2023. Oui. Qu'est-ce que c'est ce fameux acronyme EDIH et surtout, qu'est-ce que c'est pour les entreprises? Comment elles peuvent activer ça? Voilà. EDIH, c'est Digital Innovation Hub. Bon, c'est peut-être le côté le moins parlant pour l'entreprise, mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est un projet qui est avec différents partenaires. On les voit à l'écran et notamment Billwise qui coordonne le projet. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment aider les entreprises, vraiment
maintenant, voilà, elles ont une question sur le numérique. Voilà, si vous avez une question sur le numérique, ben, le projet peut vous aider. Vous avez besoin d'un accompagnement pour le digital. Avec Henri, par exemple, on va en entreprise, on vous voit 2 heures, on vous pose des questions, on voit avec vous un peu ce qu'il en est de vos besoins numériques. Et après, on va essayer de vous orienter vers les bons partenaires du projet ou d'autres partenaires de la région avec qui on collabore aussi et qui ont des solutions. Donc, des solutions en termes de logiciels, par exemple, des solutions en termes de formation. S'il y a une formation sur le numérique, vous n'en aviez peut-être pas conscience, on peut vous orienter vers les bons partenaires, ou également en termes d'aide financière. On est là aussi pour ce qu'on vient de discuter avant, c'est aussi de vous faire prendre conscience de ça et orienter, de vous mettre en contact s'il le faut. Également des choses au niveau plus réseautage, donc ça c'est aussi important, des choses plus à l'international. Pour certaines entreprises, c'est aussi dans le chemin. Et donc voilà, c'est vraiment un accompagnement aujourd'hui pour aider l'entreprise sur terrain. Je vous parlais tout à l'heure aussi de tester des technologies. Je disais, Buildwise, ils ont acquis pas mal de techno, mais n'hésitez pas à les utiliser parce qu'au lieu d'investir, ils peuvent vous aider. Ils sont là pour le secteur et ils peuvent vraiment se dire, tiens, est-ce que vraiment l'exosquelette, c'est fait pour moi? Oui, non, on prend un rendez-vous. Et là, vous pouvez vraiment tester avant de vous faire une idée. Donc ça, c'est vraiment pour le DIH en résumé. Et donc, pour le DIH, et pour conclure sur ce point, comment on fait pour activer ce dispositif? On contacte qui? On va sur quel site internet? Le DIH, il y a un site internet. Ouais. Donc voilà, ça. DIH Connect. Le DIH Connect. Sinon, n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, en direct. Donc ça, c'est possible également. Et on prend rendez-vous avec vous. On pourra mettre nos données sont dans la présentation. Donc voilà, et aussi via le site, parce qu'il y a différents services. Vous pouvez aussi faire appel par rapport au site. Donc, si on veut aller plus loin, edihconnect.be, et là, on retrouve les informations tant sur ce qu'on a présenté, mais également sur les personnes de contact, email, téléphone, en tout cas généraux, et puis ce sera réorienté vers vous. Tout à fait. Parfait. Je vous remercie tous les deux pour cette présentation assez rapide, succincte, mais efficace sur les aides tant financières que d'accompagnement. On va en clôturer là pour aujourd'hui pour notre webinaire sur le BIM dans le secteur de la construction. Il me reste à remercier d'abord tous les orateurs et experts qui sont venus sur ce plateau. Merci à tous les 5. Notre partenaire Techno-Futurti, qui est particulièrement Adrien, qui est là derrière en tant qu'homme orchestre, le Rémi Brica du webinaire. C'est lui qui assure la logistique, les images, le son, etc. Remercier aussi Digital Wallonia, Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, qui soutient nos différentes initiatives. Et bien sûr, toutes ces initiatives se font avec le soutien de la Wallonie, que ce soit les différents cabinets ou le SPOE qui sont derrière nous. Et alors aussi, il me reste à remercier l'équipe de l'Infopôle qui a collaboré avec moi et avec nos partenaires pour préparer donc ce webinaire, et en particulier Mathias, Margot et Violette qui ont tous les 3 travaillé à un moment donné ou à un autre sur ce projet. N'oubliez pas de regarder vos boîtes mail dans les prochains jours. Vous allez recevoir les différents liens de ces vidéos, les liens vers les slides, et on a mis également dans le chat différents liens. On pourra les remettre dans les emails. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez aimé ou moins aimé dans ce webinaire, soit via le chat ou en nous envoyant un petit mail, de vous abonner aussi à nos différentes newsletters, que ce soit celle de l'Infopôle ou celle de nos partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont partagées via ces canaux. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Et à très bientôt pour un autre webinaire et pour d'autres actions sur le thème de la construction du futur, la construction digitale. Merci à tous.